Vas-y, tire. Tire, mon ami, tire. Il tire dans mon machine, actuellement. Tire, mon ami, tire. Ah, mais vas-y, toi, avec ton arme, tire. C'est pas l'intérêt de tirer, ok? On n'est pas là pour nous, ok? Calmez-vous. Il n'y a pas besoin d'en venir à la... Alors, si vous n'êtes pas là pour nous, reste à distance, c'est tout ce que je te demande. allez là-bas, l'OPS. Ils détruisent la forêt. Et ça, c'est le contraire. C'est vous qui détruisez la forêt. Ça, c'est le contraire. Vous n'êtes pas obligés. Kumeno, machine, pas que machine. Tire. Ouais, vas-y, tire. Tire sur un Amérindien parce qu'il protège sa terre. Tire, tu vas voir. La machine, faut être dehors. La machine dehors. C'est pas à moi de reculer, c'est à vous. C'est à vous de reculer. Cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets, hein. On est 20 à démissionner sur la Pitié-Salpêtrière, sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire qu'il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès, de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup d'attention, morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire « quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ?» Parce que dans ma tête, je me disais « ça fait 15 jours qu'il est là, il occupe la chambre, je ne vais pas pouvoir faire du séjour. » Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Et je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis « oubliez jamais pourquoi les patients sont là, rappelez-moi cette réalité. » Nous faisons un tour d'horizon, comme vous le savez, chaque matin de tous les sujets. Ce sujet me paraît fou. L'Espagne, entendez bien ce que je vais vous dire, parce que je l'ai lu et vu nulle part ce week-end. L'Espagne dépénalise les actes sexuels avec les animaux. Et c'est une loi, cette mesure établie par la nouvelle loi sur le bien-être animal, promue par le ministre Ion Belratra, qui a été approuvée au Congrès le 9 février dernier. Donc c'est quasiment hier. Donc, si vous avez une relation sexuelle avec vos animaux, et si l'animal n'est pas blessé, non mais ça vous fait sourire, mais je trouve ça, quand je dis parfois qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Regarde ça, regarde bien. La personne. Wow, c'est quoi ça? Tu te demandes c'est quoi, hein? Pour les gens qui se demandent c'est quoi ça, un exemple parfait de vaudou, de seher, de djinn. Et ça, c'est une preuve que les djinns peuvent posséder des objets inanimés. Et il y a certaines tribus africaines qui pratiquent ce genre de trucs. Qu'Allah nous protège. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue,
la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. On est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes et finalement on s'est retrouvé contraint. Là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous il pleut chez nous, non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu ne peux pas boire, tu peux manger, tu peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas élever d'animaux, tu ne peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain. Ça a abruti l'Africain au point que l'Africain, il se met... Moi je vous dis, pour vous expliquer la situation. Non, mais je vous explique la situation pour que vous repreniez. Des femmes africaines décident de partir à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Elles tombent sur un vieux du village, vous voyez, c'était au Bénin, hein, et le vieux leur dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont comme ça ?» Elles disent « Oui, on va à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. » Et le vieux regarde les femmes et dit « Mais attends, si les Arabes allaient faire tomber la pluie, il aurait déjà plu chez eux, non? Donc venez voir les gens du village et on va faire tomber la pluie. » Vous voyez le niveau de l'affaire? C'est-à-dire que l'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation, qu'un truc qui est totalement aberrant, il le fait quand même. De mise sur le marché. Au cours de nos différentes auditions, nous avons compris l'intérêt, la légitimité qu'il y a eu à accorder des autorisations de mise sur le marché conditionnelles au vaccin, ceci étant un point d'échauffement. Pouvez-vous nous indiquer comment s'est déroulé le processus de renouvellement de ces AMM conditionnels et de nouvelles données de sécurité et d'efficacité des vaccins, notamment contre les nouveaux variants, ont-elles été demandées par certains d'entre vous au laboratoire? S'agissant des données de sécurité, nous avons retenu que les essais cliniques n'étaient pas encore terminés et que les laboratoires s'étaient engagés à en donner les résultats finaux dès qu'ils seraient disponibles. Néanmoins, il nous a été rapporté qu'une partie des personnes figurant dans le groupe de contrôle de ces essais avaient finalement été vaccinés. Quels vaccins sont concernés par cette dérogation à la procédure et quelle incidence cela aura-t-il sur la validité des essais? Cette dérogation a-t-elle reçu une autorisation préalable des agences sanitaires d'évaluation? Et cela, de votre point de vue, peut-il remettre en cause la possibilité d'obtention d'une AMM pleine et entière pour les vaccins concernés? Voilà. Première série de questions. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Direct. Au revoir à ce... L'autre sujet qui est à l'origine de tensions, c'est l'utilisation de données dites de vie réelle pour mieux caractériser les vaccins et formuler ou ajuster les recommandations, puisque finalement l'AMM conditionnelle repose aussi sur ce sujet-là, les recommandations vaccinales, notamment en ce qui concerne leur efficacité contre les formes graves ou la mortalité. Et donc on entend des critiques qu'on ne reprend pas à notre compte, hein. On se fait le rapporteur de ce qu'on entend quand même. Je précise à chaque fois le cadre des questions. La critique porte à la fois sur le fait que ces études sont d'un niveau de preuve moindre que les essais cliniques randomisés et contrôlés, mais aussi sur le fait que ces données sont obtenues a posteriori, mais ce qui est... factuel par rapport à la situation dans laquelle les vaccins sont arrivés, hein, et donc c'est un fait nouveau et d'une ampleur inégalée au niveau international et qui touche à un nombre très important de citoyens. Donc on est dans une situation qui est à ce titre tout à fait particulière. Et donc, la question qui revient, est-ce qu'il est prudent de vacciner les personnes en bonne santé en l'état actuel des connaissances, après les plusieurs vagues qu'on a subies et en étant à ce niveau, finalement, d'immunité collective entre ceux qui ont contracté le virus et ceux qui ont eu plusieurs doses vaccinales? Quel type de réponse à proposer aux personnes qui peuvent être inquiètes de ce sujet, légitimement ou non, suivant les points de vue, le point de vue sur lequel on se positionne?
En tant que parlementaires, nous n'avons pas vocation à nous exprimer quant à la positivité ou non de la balance bénéfice-risque, d'autant plus qu'elle est très évolutive, et on l'a bien vu, elle a été extrêmement évolutive. D'abord, les virus évoluent, la contagiosité, la dangerosité, tout ça évolue. La façon dont nos citoyens se protègent ou pas et utilisent ou pas les gestes barrières est un élément dans la balance bénéfice-risque, bien évidemment. L'évolution de la connaissance en matière de conséquences du virus et en matière de conséquences des vaccinations respectives. Et donc, tous ces éléments-là font que on chemine au fur et à mesure de la diffusion et du virus et dans ses formes modifiées et de la vaccination transparente, ou en tout cas des éléments réguliers à soumettre aux citoyens. C'est un élément en tout cas de transparence vu que toutes les politiques et donc, c'est ce qui garantit d'ailleurs la qualité du signal quand il a été repéré au travers des procédures actuelles. Ce qui peut déboucher donc sur une alerte, comme ça a été le cas pour les thromboses atypiques apparues. Il y a un avion qui décolle, apparu avec le vaccin AstraZeneca. Pourtant, nous sommes étonnés que, par exemple, les troubles menstruels dont on parle beaucoup, et depuis de nombreux mois, ne soient toujours pas reconnus comme des effets indésirables. C'est un rapport d'étonnement avéré. Comment cela est-il possible ? Que demande-t-il finalement pour que cet effet soit reconnu ? Sans gravité dans la majorité des cas, manifestement, mais encore une fois, comme non reconnu, on n'a pas non plus du coup la précision sur cette gravité éventuelle qui pourrait se voir chez certaines femmes. Ces troubles interpellent par leur fréquence. Ils ont inquiété les femmes, c'est certain, puisque et notamment des jeunes femmes qui ont été très inquiétées par ce sujet, à qui on a affirmé que ce n'était pas grave, et donc la réponse du pas grave n'est pas forcément une réponse médicalement ni scientifiquement étayée, sans qu'une explication approfondie ne soit donnée. Et donc, ce sujet-là pourrait apparaître comme étant une dissimulation.